Avant de plonger ensemble dans ce récit, laissez-moi vous adresser une invitation toute simple mais sincère, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous prenons le temps de revisiter les grandes vies. Les destins hors du commun, les parcours marqués par la gloire, la solitude, les secrets et la mémoire. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de ces histoires qui résonnent encore bien après la fin. Alors, prenez un instant, appuyez sur « S'abonner » et entrons maintenant dans le silence fascinant de Douchy, le sanctuaire d'Alain Delon. Un portail en fer forgé, noirci par le temps, se dresse comme la porte d'un autre monde. Derrière lui, un long chemin bordé d'arbres s'étend, conduisant à une demeure sobre, presque austère, perdue au milieu d'un domaine de 120 hectares. Ici, dans le Loiret, à une centaine de kilomètres de Paris, un homme a choisi de disparaître du regard public. Un homme dont le visage, pourtant, avait illuminé les écrans du monde entier. Cet homme, c'était Alain Delon. Le 18 août 2024, la nouvelle est tombée comme un coup près, Alain Delon n'est plus. À 88 ans, celui que l'on surnommait le samouraï du cinéma français s'éteignait, laissant derrière lui une nation bouleversée. Pendant des décennies, il avait incarné la beauté glacée, le mystère viril, l'élégance tragique. Mais dans ces dernières années, il n'était plus qu'une silhouette fatiguée, retirée derrière les murs impénétrables de son domaine de Douchy. Pourquoi ce repli? Pourquoi ce choix d'isolement, alors qu'il aurait pu se reposer dans l'éclat des hommages parisiens, au panthéon du cinéma, auprès d'autres légendes? Était-ce simplement la quête d'une tranquillité méritée, ou bien la volonté de protéger un secret plus vaste ou une fortune immense? Une vérité intime, un héritage que personne n'a encore totalement déchiffré? Les habitants du village le savaient bien, Delon était là, parmi eux, sans vraiment l'être. Certains disaient l'avoir croisé au volant d'une petite voiture noire, roulant lentement sur les routes départementales. D'autres évoquaient ses rares apparitions à la messe, ou ses promenades autour de l'étang artificiel qu'il avait fait creuser, comme pour sculpter lui-même le paysage de son dernier refuge. À Douchy, Delon vivait entouré de ses fidèles compagnons, ses chiens. On dit qu'il y en avait jusqu'à 14, courant librement dans les allées, dormant au pied des fauteuils. Et derrière la maison, un petit cimetière leur était consacré. Près d'une cinquantaine de stèles blanches y alignaient les noms de ses compagnons silencieux, témoins de la fidélité animale, bien plus sûrs que celle des hommes. Delon leur avait offert une sépulture digne, comme s'ils savaient que dans leur regard, il avait trouvé la seule loyauté véritable. Le 24 août 2024, contre la tradition, Alain Delon fut inhumé sur sa propre terre, à Douchy. Une décision préparée de longue date, validée dès 2015 par une autorisation préfectorale. Peu d'hommes, même parmi les géants du cinéma, avaient obtenu ce privilège, reposé à jamais dans le domaine qu'ils avaient façonné de leurs mains. Ce geste disait tout. Jusqu'au bout, Delon avait voulu garder le contrôle, choisir son lieu de vie, choisir son lieu de mort. Refuser les honneurs parisiens, préférer la solitude des champs. Comme si, même après son dernier souffle, il voulait écrire lui-même le dernier acte de sa légende. Mais cette légende n'est pas faite que de gloire et de cinéma. Elle est aussi tissée d'ombre et de questions. Derrière les volets clos de Douchy, que protégeait Delon? Était-ce simplement sa tranquillité d'homme vieillissant, fatigué des projecteurs? Ou bien existait-il une vérité plus complexe? Un secret lié à son immense fortune, une énigme que la France n'a pas encore résolue? Ce premier chapitre, c'est l'ouverture d'une énigme. En franchissant le portail de Douchy, on entre dans un territoire particulier, un lieu où la star s'est effacée pour redevenir un homme, mais aussi un lieu où chaque détail l'étang, les chiens, la chapelle privée, les murs élevés racontent une volonté farouche de maîtriser son destin. Et vous, à ce stade, que pensez-vous? Croyez-vous qu'Alain Delon cherchait seulement la paix, ou qu'il cachait derrière ce silence une vérité plus vaste? Douchy n'était pas seulement une maison de campagne. C'était un univers clos, un microcosme façonné à l'image de son maître. Dès qu'on franchissait son portail monumental, le monde extérieur disparaissait. Le bruit de Paris, les échos des plateaux de tournage, les voix de l'admiration et de la critique s'effaçaient. Ce qui restait, c'était la terre, le vent dans les arbres, le chant des oiseaux et, parfois, les aboiements joyeux des chiens. Pour Delon, ce domaine n'était pas une retraite comme les autres. C'était un sanctuaire.
Un lieu pensé pour se protéger. Mais aussi pour se retrouver. On raconte qu'il aimait parcourir les allées seul, souvent au crépuscule, les mains dans les poches, le regard perdu dans l'horizon. Ces marches silencieuses ressemblaient à des dialogues intimes avec lui-même, ou peut-être avec son passé. Chaque coin de Douchy portait une empreinte particulière. Le grand étang, qu'il avait fait creuser, symbolisait l'immensité calme qu'il cherchait à approcher. Les écuries, où il avait autrefois abrité des chevaux, rappelaient son goût pour la noblesse animale et la beauté du mouvement. La chapelle privée, simple mais chargée de gravité, évoquait sa confrontation avec le mystère de la mort et du sacré. Et puis, il y avait ce détail frappant, le cimetière des chiens. Plus de 40 pierres blanches, alignées avec une rigueur presque militaire, portaient les noms de ses compagnons disparus. Pour beaucoup, c'était une excentricité. Mais pour Delon, c'était une vérité profonde. Les chiens avaient été ses alliés les plus fidèles. Ils ne trahissaient pas, ils ne jugeaient pas, ils ne demandaient rien de plus que sa présence. En retour, il leur avait offert une sépulture digne, un geste qui disait tout de sa conception de la loyauté. Dans la maison, le rythme était volontairement lent. Delon vivait à l'ancienne, refusant parfois les technologies modernes, préférant les objets qui avaient traversé le temps. On dit qu'il passait des heures dans son salon, entouré de ses souvenirs, affiches de films, portraits en noir et blanc, lettres anciennes, objets offerts par des amis ou des admirateurs. Chaque pièce respirait une époque révolue, comme si la demeure elle-même était devenue un musée vivant de sa carrière et de sa vie intime. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, on devinait aussi une part de dureté. Delon était un homme de contrôle. Il gérait chaque détail, la gestion du domaine, l'entretien du parc, l'organisation des repas, jusqu'à l'emplacement précis des objets. Rien n'échappait à son regard. Douchy, ce n'était pas seulement un refuge, c'était un royaume. Et dans ce royaume, Delon régnait en maître absolu. Mais la solitude pèse, même sur les plus grands. Peu de visiteurs franchissaient les grilles. Ses enfants, parfois. Quelques amis très proches. Des voisins, rarement. Les habitants de la région savaient qu'il était là, mais personne n'osait troubler son silence. À Douchy, l'aura du mythe se mêlait à l'épaisseur du mystère. Avec le temps, la santé fragile de l'acteur transforma ce domaine en véritable prison dorée. Les allées qu'il parcourait autrefois avec vigueur devinrent plus difficiles à franchir. Les pièces immenses de la maison, parfois glaciales l'hiver, se changèrent en couloirs de solitude. Et pourtant, jamais il n'envisagea de quitter Douchy. Ce lieu n'était pas seulement son abri, il était devenu son identité. Sa forteresse, et finalement, son tombeau choisi. Alors, que représentait vraiment Douchy? Était-ce un havre de paix ou une cage invisible? Un lieu de liberté ou une forteresse pour fuir le monde? Peut-être un peu de tout cela à la fois. Ce qui est sûr, c'est que dans ce silence provincial, Delon avait trouvé l'écho parfait à son caractère, mélange d'élégance, de dureté, de mélancolie et de mystère. Quand on évoque Alain Delon, on pense d'abord à l'acteur mythique, au visage sculpté par la lumière des projecteurs, à l'icône internationale. Mais derrière l'image flamboyante se cache une réalité plus concrète, celle d'une fortune immense, accumulée au fil de décennies de gloire, de films à succès, de contrats publicitaires et d'investissements habiles. La valeur de son domaine de Douchy a elle seule suscité toutes les spéculations. 120 hectares de bois, de prairies et d'étangs, une demeure imposante, des dépendances, des écuries, un parc animalier. Certains estimaient cette propriété à plusieurs millions d'euros. Mais Douchy n'était qu'une pièce du puzzle. Au cours de sa carrière, Delon avait diversifié ses revenus. Outre le cinéma, il avait investi dans l'art, dans des affaires immobilières, dans la production, et même dans certaines marques qui portaient son nom. Sa maison n'était pas seulement un refuge sentimental, c'était aussi un symbole de richesse, de pouvoir, et de stratégie patrimoniale. Et bien sûr, une question brûlante se posait, qui hériterait de cet empire? Delon avait 3 enfants, Anthony, né de son union avec Nathalie Delon, Anouchka, fruit de son histoire avec Rosalie Van Bremen, et enfin Alain Fabien, le plus jeune, né également de sa relation avec Rosalie. 3 héritiers, 3 destins différents. 3 personnalités fortes. Anthony, l'aîné,
avait parfois eu une relation tendue avec son père. Entre admiration, rivalité et blessures d'enfance, les liens n'avaient jamais été simples. Anouchka, au contraire, semblait être la confidente, celle qui, jusqu'au bout, resta proche de lui, veillant sur sa santé et sur ses choix. Alain Fabien, enfin, incarnait la fougue et la jeunesse. Parfois en opposition ouverte avec les méthodes rigides de son père. Autour de ces trois figures gravitait une question lourde, comment se partagerait l'héritage? Delon lui-même avait nourri cette incertitude. Dans plusieurs interviews, il avait laissé entendre qu'il réglerait les choses à sa manière, avec son sens aigu du contrôle. Mais au fil des années, les rumeurs s'étaient multipliées. Conflits familiaux, tensions sur l'avenir du domaine, accusations voilées, procès éventuels. La fortune de Delon n'était pas seulement une affaire de chiffres. Elle était aussi une affaire de mémoire. Qui, parmi ses enfants, allait prolonger l'héritage symbolique? Qui comprendrait réellement ce que représentait Douchy? Était-ce seulement une question de propriété, ou bien de transmission spirituelle? La presse se délectait de ces tensions. Les magazines titraient sur « La guerre de l'héritage », sur les affrontements supposés entre frères et sœurs. Les paparazzis cherchaient à capter des gestes, des regards, des détails qui viendraient confirmer ce récit. Mais la vérité restait enfermée derrière les grilles de Douchy. Car Delon, fidèle à lui-même, n'avait jamais laissé filtrer totalement ses intentions. Jusqu'au bout, il avait gardé ce mystère. Certains disent qu'il avait tout prévu, que ses avocats tenaient un testament précis. Que chaque pierre de Douchy avait déjà son futur destinataire. D'autres affirmaient qu'il avait volontairement laissé planer l'incertitude, comme pour prolonger sa légende jusque dans la mort. Quoi qu'il en soit, l'héritage d'Alain Delon dépassait largement la question de l'argent. Ce qu'il laissait derrière lui, c'était une aura, une empreinte, une mémoire collective. Ses films continueront à vivre, ses dialogues à être cités, ses regards à hanter l'écran. Douchy, lui, restera le lieu de toutes les énigmes, de toutes les passions, de toutes les projections. La légende avait longtemps semblé invincible. Sur l'écran, Alain Delon incarnait la force froide, la virilité élégante, l'homme que rien ne pouvait abattre. Mais la réalité, cruelle et inévitable, finit par rattraper celui que tant considérait comme immortel. Les premières alertes datent de 2019. Cette année-là, Delon fut victime d'un AVC, suivi d'une hémorragie cérébrale. L'événement marqua un tournant décisif. Hospitalisé en Suisse, il dut subir une longue convalescence. Les images de lui, affaibli, soutenu par ses proches, firent l'effet d'un choc dans l'opinion publique. Pour beaucoup, c'était la première fois que le mythe laissait entrevoir sa fragilité. À partir de ce moment, son état de santé devint un sujet national. Chaque rumeur, chaque déclaration de ses enfants, chaque photo volée prenait une ampleur considérable. Les Français voulaient savoir comment allait Delon. Était-il encore capable de marcher, de parler, de diriger son domaine? Ou bien vivait-il déjà reclus, prisonnier d'un corps qui ne répondait plus à son esprit? À Douchy, il luttait. Entouré de ses chiens, de quelques fidèles, il s'accrochait à ses habitudes. Mais la fatigue gagnait du terrain. Les gestes simples devenaient des épreuves. Les longues marches solitaires se transformaient en trajets courts, puis en regards par la fenêtre. La maison, autrefois royaume, devint peu à peu une forteresse immobile. Pourtant, Delon n'avait rien perdu de son obsession du contrôle. Même malade, il voulait décider. Décider de ses soins, de ses visiteurs, de son alimentation, de chaque détail de sa vie quotidienne. Et surtout, il voulait préparer sa sortie. Car plus que tout, Alain Delon redoutait de perdre la maîtrise de sa mort. On raconte qu'il avait pris des dispositions précises. Dès 2015, il avait obtenu l'autorisation d'être inhumé dans son domaine. Ce choix, déjà, était un signe, il ne voulait pas des hommages officiels. Il refusait l'idée d'un cercueil porté sous les applaudissements de la foule. Non, il voulait la discrétion, l'intimité, le silence de sa terre. Il avait aussi exprimé, à plusieurs reprises, son opinion sur la fin de vie. Favorable à l'euthanasie, il affirmait vouloir partir dignement, sans souffrir, sans s'acharner inutilement. Des propos qui avaient choqué certains, mais qui reflétaient sa philosophie, jusqu'au bout,
gardait la main sur son destin. Ses enfants, eux, n'avaient pas toujours la même vision. Anthony dénonçait parfois des manipulations, craignant que leur père soit influencé. Anouchka, de son côté, apparaissait comme la protectrice, respectant ses choix, veillant sur lui avec tendresse. Alain Fabien oscillait entre colère et tristesse. Cette division familiale, exposée dans les médias, ne faisait qu'ajouter à l'aura tragique de ces derniers mois. Et puis vint l'annonce du 18 août 2024. Sobre, froide, implacable. Alain Delon est mort. La France entière retint son souffle. Le monde du cinéma s'inclina. Mais derrière les hommages officiels, derrière les portraits diffusés à la télévision, une vérité restait entière. Delon avait préparé sa sortie comme il avait vécu, avec orgueil, avec mystère, et avec un sens intransigeant de la mise en scène. Car mourir à Douchy, dans sa forteresse, au milieu de ses chiens et de ses souvenirs, n'était pas un hasard. C'était un choix. Un dernier acte. Une manière de dire au monde, je pars, mais selon mes règles. Le 24 août 2024. Quelques jours seulement après l'annonce de sa mort, le portail de Douchy s'ouvrit une dernière fois pour accueillir le cercueil de son maître. Pas de foule, pas de caméra hurlante. Pas de tapis rouge. Rien qui rappela les festivals de Cannes, les avant-premières, ou les cérémonies où Delon avait tant de fois brillé. Non. Ce jour-là, c'était le silence, le recueillement. La sobriété. Alain Delon avait tout prévu. Depuis 2015, il détenait une autorisation exceptionnelle lui permettant d'être enterré sur son propre domaine. Un privilège rare, accordé seulement dans des cas particuliers. Il avait choisi son lieu de repos, un coin précis de ses terres, à l'ombre d'arbres qu'il avait vu grandir, non loin du petit cimetière où reposaient ses chiens. Pour lui, il ne pouvait y avoir de plus belle continuité, partager son éternité avec ceux qui l'avaient accompagné sans jamais le trahir. La cérémonie se déroula à huis clos. Quelques proches, ses enfants. Des amis très fidèles. Pas de faste, pas de défilé officiel. Ce contraste frappa l'opinion. Comment un homme qui avait incarné la grandeur du cinéma français pouvait-il partir dans une telle simplicité? Mais justement, c'était là toute la logique de Delon, refuser la mise en scène publique pour garder la sienne, intime, choisie, personnelle. Pendant que ses proches pleuraient en silence. La France, elle, s'interrogeait. Les chaînes de télévision diffusaient des rétrospectives, les journaux multipliaient les hommages, les réseaux sociaux se couvraient de souvenirs, de photos, de citations. Pour beaucoup, il semblait inconcevable qu'une figure aussi immense s'en aille presque en cachette, loin des foules, loin des hommages d'État. Mais pour ceux qui connaissaient son caractère, c'était évident, Delon avait toujours voulu garder la maîtrise. Même mort, il dictait la mise en scène de son départ. Les habitants du Loiret, eux, observaient avec respect. Ils savaient que derrière les murs de Douchy reposait désormais celui qu'ils croisaient parfois, silhouette discrète mais toujours magnétique. Leur témoignage reflétait un mélange de pudeur et de fierté, avoir compté Alain Delon parmi eux, tout en respectant la solitude qu'il avait réclamée. Et pourtant, au-delà du domaine, la question se posait, n'était-ce pas trop peu pour un tel géant? Beaucoup auraient voulu une cérémonie nationale, un hommage sous les ors de la République, une reconnaissance officielle à la hauteur de sa carrière. Mais Delon avait dit non. Non au discours. Non aux foules, non aux adieux publics. Oui au silence de Douchy. Oui à l'intimité des siens. Oui à l'éternité dans sa propre terre. Ainsi, le paradoxe restait entier, un homme adulé par des millions, honoré sur toutes les scènes du monde, avait choisi de disparaître comme un solitaire. Un homme qui avait incarné le mythe collectif avait préféré l'ombre au panthéon des gloires nationales. Et peut-être était cela, au fond, le plus bel hommage à sa personnalité, ne jamais faire ce qu'on attendait de lui. Il est des morts qui ferment un chapitre. Et il en est d'autres qui ouvrent un livre infini. Celle d'Alain Delon appartient à cette seconde catégorie. Car si l'homme a choisi le silence de Douchy, le mythe, lui, continue de résonner dans chaque salle obscure. Sur chaque écran où ses films sont projetés, dans chaque souvenir de ceux qui l'ont admiré. Pendant plus d'un demi-siècle, Delon a incarné une certaine idée du cinéma français. Il n'était pas seulement un acteur, il était une silhouette, un regard, une présence.
Des rôles comme ceux du guépard, du samouraï, de plein soleil ou de la piscine ne se contentaient pas de raconter une histoire. Ils imposaient une image. Celle d'un homme à la fois fascinant et inaccessible, charismatique et solitaire, séduisant et dangereux. Son héritage, c'est d'abord cela, une esthétique. Une manière de filmer le visage, de laisser le silence parler plus fort que les dialogues, de transformer un simple regard en destin. Peu d'acteurs au monde ont atteint cette intensité. Delon faisait partie de ces rares figures qui imposent leur propre grammaire au cinéma. Mais son héritage ne s'arrête pas à l'écran. Il touche aussi à une époque. Delon, c'était la France des années 60 et 70, la nouvelle vague, l'élégance virile d'un monde en pleine transformation. Avec Belmondo, il formait un duo symbolique, deux faces d'une même médaille, l'aventurier populaire et le prince glacé. Les deux incarnaient un âge d'or où le cinéma français rayonnait à l'international, rivalisant avec Hollywood. Aujourd'hui encore, les jeunes générations redécouvrent ces films. Grâce aux plateformes, aux cinémathèques, aux festivals, son image traverse le temps. Des milliers d'internautes publient des extraits, des photos, des répliques. Delon n'est plus un acteur. Il est devenu une icône intemporelle, au même titre que James Dean, Brigitte Bardot ou Marilyn Monroe. Mais il y a aussi un autre héritage, plus intime, plus troublant, celui de l'homme derrière la star. Car Delon, au-delà du mythe, incarnait une vie faite de contradictions. Beauté et mélancolie. Gloire et solitude. Fidélité et conflit. Cet héritage-là, c'est celui que portent ses enfants. Ses proches, mais aussi ses admirateurs. Une leçon paradoxale, on peut être admiré par le monde entier, et pourtant se sentir seul. On peut toucher au sommet, et choisir malgré tout l'isolement. Et puis, il reste Douchy. Le domaine n'est plus seulement une propriété privée. Il est devenu un symbole. Comme la Villa Malaparte à Capri ou le ranch de John Wayne, Douchy appartient désormais à l'imaginaire collectif. Chaque arbre, chaque pierre, chaque recoin de cette terre raconte l'histoire d'un homme qui a voulu modeler son dernier refuge comme on compose un film, avec précision. Avec esthétique, avec une part de mystère. En fin de compte, Delon laisse derrière lui bien plus qu'un héritage matériel. Il laisse une énigme. Une présence invisible. Une silhouette qui continue de marcher, dans notre mémoire, sur les chemins de Douchy. Et c'est peut-être cela, le véritable pouvoir des légendes, elles ne meurent jamais vraiment. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce récit. Captivant. Ce voyage à travers les zones d'ombre et de lumière de la vie de ces personnalités ne nous montre pas seulement des faits, mais aussi les émotions, les choix difficiles et les vérités cachées qui finissent toujours par émerger. Car derrière les strass, les paillettes et les apparences, il y a toujours une part d'humanité qui nous touche, qui nous interpelle et qui, parfois, nous bouleverse. Si cette histoire vous a intrigué et que vous souhaitez en découvrir d'autres encore plus saisissantes, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne Prisme de Renom. De nouvelles révélations vous attendent chaque semaine, racontées avec passion et authenticité. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la vérité finit toujours par éclater, peu importe combien de temps on la cache? Bulle de pensée. J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires.